Bien, bah, écoutez, je vous propose de commencer. Bienvenue à toutes et tous, hein. Nous étions 165 inscrits hier, donc je pense qu'il y a encore quelques retardataires qui vont nous rejoindre à ces rencontres de l'agence, hein, rencontres de l'agence qui, comme vous le savez, sont un temps de présentation, un regard que l'agence porte sur un sujet, sur des travaux, sur une étude qu'elle a réalisée ou tout simplement sur un sujet d'actualité aujourd'hui. Alors notre thème de ces rencontres, ce n'est pas les coopérations ou la coopération. On va travailler, on va évoquer le sujet des relations interterritoriales, hein, vues par l'agence sous un prisme peut-être un peu technique et somme toute assez factuel. Cette matinée, en tout cas le temps qu'on passera ensemble, s'appuiera sur des travaux que nous avons menés à la fois avec l'Université de Bruxelles et sur une étude menée sur les systèmes urbains territoriaux. J'en profite également pour remercier les intervenants, Nadine Levrato, qui est directrice de recherche au CNRS et directrice d'Economics, Denis Carré, que j'ai vu, qui est docteur en économie, chercheur associé à Economics, Simon Jodogne, notre collègue de l'AMEL, qui est directeur adjoint au dialogue et à la prospective territoriale, Frédéric Sénave, qui nous vient de l'étranger et qui est directeur adjoint de l'IDETA, Grégory Marlier, qui représente l'agence Hauts-de-France 2020-2040 pour la partie observation et prospective. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté cette invitation et bien évidemment les collègues Thierry Barthes et Mathilde Valanguien qui sont déconnés et qui interviendront pour mettre, je dirais, la première brique à cette séance de travail, ou en tout cas d'échange. Alors, on sait qu'il existe aujourd'hui, peut-être en introduction, des flux, des échanges entre l'AMEL et les territoires voisins, mais je dirais que la question que l'on se pose, c'est est-ce qu'il y a véritablement un effet d'entraînement de la métropole globale, mais surtout sur la dynamique de création d'emplois, la dynamique économique par rapport au territoire voisin. Alors, ce sujet central est une question que l'on abordera aujourd'hui, qui intéresse beaucoup la région, hein, qui jouera dans ces travaux un rôle important dans la suite de la réflexion. Je pense que c'est nécessaire de leur dire et vous dire également, et vous l'avez compris, que bien sûr, l'agence sur ce champ de relations inter-territoires travaille aux côtés de la métropole européenne de Lille et l'accompagne sur ces partenariats et on peut dire là sur le sujet des coopérations. Je ne vais pas être trop long. En toile de fond, je dirais peut-être trois choses. La première, c'est que la région quand même présente une particularité non pas spécifique, mais en tout cas intéressante et à ne pas négliger, c'est celle de son côté transfrontalier, qui est vraiment une spécificité et qui nous donne un accès quand même sur cette Europe du Nord. Donc les territoires voisins intègrent pour nous bien évidemment le transfrontalier. L'un des exemples est la présence de Frédéric Sénave aujourd'hui autour de ces rencontres de l'agence. Je pense qu'on ne peut pas non plus avoir une métropole qui se développe au détriment des territoires voisins. Donc, ça veut dire que les relations interterritoriales sont pour nous hyper importantes. On le sait, entré dans une ère des territorialités mobiles et je dirais des réseaux qui jouent un rôle majeur. Et on appréhende aujourd'hui, ou on approche aujourd'hui facilement les dynamiques des territoires sous le prisme des systèmes urbains. Je pense qu'on en dira quelques mots, avec, je pense, comme fondement de ce système urbain, à la fois plus la relation et le lien, ce qui fait que certaines analyses montrent une conception de l'aménagement et du développement du territoire fondée sur la proximité qui est, entre guillemets, dépassée. En tout cas, les cadres d'organisation et d'action, on voit qu'elles bougent, elles sont multiscalaires, je veux dire
multi-échelle avec des échelons territoriaux différents dans chaque système urbain. Et je pense aussi, pour en terminer, que le territoire, la région, a besoin aussi de son moteur et a besoin d'une métropole forte. En tout cas, c'est ma conviction aujourd'hui, au même titre que la métropole ne peut pas, je l'ai dit tout à l'heure, se développer au détriment des territoires voisins. On a beaucoup d'atouts. L'un des premiers est notre atout géographique par rapport à l'ensemble des territoires voisins à ces différentes échelles. Et je reprendrai un propos que disait à un moment donné Bruno Bourduel, c'est un peu la revanche de la géographie sur l'histoire. Voilà, donc je n'irai pas plus loin aujourd'hui. Merci à vous d'être présents. On est ensemble jusqu'à 10h30. On a l'habitude de tenir nos créneaux. Donc je vais laisser la parole à Thierry Dart, qui est directeur d'études à l'agence et qui va être à la fois l'animateur, mais aussi le monsieur Loyal, et qui va bien évidemment poser un regard sur le débat qui nous anime et qui nous passionne aujourd'hui. Voilà. Alors, merci Didier, merci de cette introduction qui va limiter mes propos maintenant. On va les concentrer plutôt sur les différents intervenants. Peut-être deux mots quand même pour repréciser l'objet de notre discussion ce matin. La question de la métropolisation, des rapports entre la métropole et les territoires voisins est une question récurrente qui mêle des données objectives et beaucoup de subjectivité. Et notre propos à l'agence depuis des années a été d'essayer de donner des éléments de support factuel à ces questions, de mesurer la réalité des liens, la réalité des flux, la réalité des influences. Alors, on est face à des difficultés multiples sur ces sujets. C'est des sujets qui sont difficiles déjà par essence, partout, mais qui se heurtent à des difficultés très spécifiques dans notre situation. Didier, la première des spécificités qui pose problème, Didier l'a souligné, c'est évidemment un atout, mais c'est aussi un problème en matière d'échange de données, c'est la dimension transfrontalière, avec des systèmes de collecte, d'organisation, etc., qui sont évidemment différents de part et d'autre de la frontière franco-belge. Mais à cette première difficulté, ou spécificité plutôt, s'ajoutent au moins deux autres. Le caractère multipolaire de la métropole elle-même, c'est quand même la seule métropole en France, en tout cas, qui soit née de plusieurs noyaux et où il reste aujourd'hui encore des polarités multiples au sein du territoire. Et puis, l'héritage de l'histoire, et pas seulement de la géographie, qui fait qu'à proximité immédiate, pratiquement contiguë à la métropole, il y a des zones urbaines d'une dimension qui n'est absolument pas réductible à l'idée qu'il s'agit de banlieue. Donc, surtout ce que l'ancien bassin minier, qui lui-même est divisé en polarités multiples. Donc, on est dans des systèmes extrêmement complexes qui font que objectiver ces questions des liens entre territoires est particulièrement difficile ici. Je vais passer la parole à ma collègue Mathilde Balanguien qui va, dans un premier temps, vous faire un rapide tour d'horizon des différentes initiatives qui ont pu être menées par l'agence avec différents partenaires ces dernières années pour essayer de mesurer la réalité de ces flux. Ça viendra en contrepoint peut-être au cœur de notre matinée, qui sera la présentation par Nadine Levrato et Denis Carré du partenariat de recherche qui a été mené ces 2 dernières années pour mieux mesurer la réalité des relations entre territoires dans une logique de dynamique économique. Et puis enfin, on essaiera avec l'aide de nos collègues Frédéric, Grégory et Simon, de mettre ça en perspective et éventuellement de répondre, si on le peut, aux questions que vous ne manquerez pas de nous poser. Voilà, donc sans plus prendre de temps, je propose de passer la parole à Mathilde.
Bonjour à tous. Donc, il me revient la lourde tâche de vous résumer en quelques minutes les travaux de l'agence sur tout ce qui a concerné les flux et la place de la métropole au cœur d'un réseau dense de flux et qui sont de nature diverse. Je ne reviendrai pas sur le fait que la métropole, donc capitale régionale des Hauts-de-France, est au cœur d'un système territorial dense, en forte intégration avec ses voisins, ses villes voisines belges et le bassin minier. On peut considérer que l'espace métropolitain lillois, dans son acceptation large, compte plus de 3,5 millions d'habitants. On sait que les relations dans cet ensemble vont croissant en intensité et s'étendent géographiquement. Alors, ça concerne le marché de l'emploi, mais également celui du mobilier, la formation, le commerce, les loisirs, en tout un ensemble de thématiques. Ce sont des relations qui sont complexes, elles sont multipolarisées et elles diffèrent suivant les thématiques et les territoires. En parallèle, on note aussi que ces échanges s'intensifient avec d'autres territoires de la région. C'est notamment le cas avec le littoral, mais aussi avec les grands centres urbains belges et la métropole parisienne, et plus récemment avec Amiens et les villes picardes. La réalité de ce bassin de vie dépasse largement les limites administratives des collectivités qui la composent, et son fonctionnement nécessite d'être mieux appréhendé. C'est sur cette question de la compréhension et de la prise en compte de la réalité métropolitaine que l'agence a travaillé depuis bientôt 30 ans, donc la date de sa création, au travers de collaborations de recherche diverses. Parmi celles-ci, on peut citer les travaux sur la métropolisation menés avec Charles Gachin, mais également les travaux de Christian van der Moten sur une approche combinant morphologie et fonctionnement et s'appuyant sur les flux domicile-travail. L'approche menée par Nadine Catan, basée sur les nouveaux flux définissant les systèmes territoriaux. Et enfin, l'approche menée par Denis Carré et Nadine Levrato sur l'analyse de la dynamique économique de la métropole européenne de Lille et de ses interrelations avec les territoires avoisinants. Je vais évoquer ici très très rapidement deux approches dans cette présentation. L'approche de Christian van der Moten qui s'appuie sur les flux domicile-travail et l'approche de Nadine Catan qui est basée sur les nouveaux flux qui définissent des systèmes urbains territoriaux. La première approche, elle a été menée sur la base d'une méthode qui est aujourd'hui classique et qui a été utilisée notamment dans le cadre du programme européen Eurates-PON. La réalité urbaine est approchée à la fois par la densité et la continuité du tissu urbain. C'est l'approche morphologique et ça constitue ce qu'on appelle la zone urbaine morphologique. Et on approche également cette réalité urbaine par le territoire qui en dépend en matière d'économie et d'emploi. C'est ce qu'on appelle la zone urbaine fonctionnelle. Et ça s'appuie principalement, dans la plupart des approches, sur les déplacements domicile-travail. En fonction des approches, des données agglomérées, des seuils, des échelles, les résultats en fait, peuvent laisser entrevoir des configurations urbaines très différentes. Sur le schéma présenté ici, c'est un schéma simple, ça représente une ville allemande. La configuration peut être très simple entre la zone morphologique et la zone fonctionnelle, avec un noyau central et une zone qui s'étend autour. Pourtant, il existe de grandes réalités et diversité des réalités urbaines. Parmi ces réalités urbaines, on a ce qu'on appelle les zones urbaines fonctionnelles polycentriques, comme c'est le cas de Lille et de Bruxelles que vous voyez ici représentées. Alors, sans rentrer dans le détail de la méthodologie appliquée ou de ce qu'on y voit, vous pouvez juste noter que la collectivité principale est bien plus petite généralement que sa zone urbaine fonctionnelle sur les tracés, c'est les tracés en noir, mais également on s'aperçoit qu'il y a plusieurs zones urbaines fonctionnelles ou morphologiques qui sont juxtaposées ou qui se chevauchent. Et en tout cas, ce qu'on note, c'est que la représentation laisse apparaître un système urbain lillois transfrontalier qui présente une situation très complexe. Alors, pour ce qui est de la métropole lilloise, l'analyse comparée des différentes métropoles qui a été menée par Christian van der Moten et Laboratoire IGIAD pour l'agence, dans le cadre notamment du projet européen Urbac Joining Forces, a montré que la situation lilloise est, ce que disait Thierry tout à l'heure, l'une des plus complexes d'Europe, car elle est à la fois totalement polycentrique et pleinement transfrontalière. On note que sa zone morphologique est largement transfrontalière, notamment au niveau de Moucron, Courtrai et Roulers, et elle jouxte d'autres zones morphologiques, notamment celle de Tournai, mais du côté sud de notre territoire, celle de Béthune, Vroué, Lens, Douai, et également celle de Valenciennes. Pour ce qui concerne sa zone fonctionnelle, par contre, elle n'est pas transfrontalière, mais elle jouxte 4 petites zones fonctionnelles belges, qui sont celles de Ypres, de Courtrai, de Moucron et de Tournai. Elle englobe la zone fonctionnelle d'Armentières, et elle présente ce que vous voyez sur les hachures sur la carte, de larges zones de recouvrement avec certaines zones fonctionnelles voisines, en particulier celles de Béthune, de Lens, de Douai et dans une moindre mesure celle de Valenciennes.
Ce qui a fait dire à Christian van der Moten dans les conclusions de son étude que les recouvrements divers conduisent à considérer en fait qu'il s'agit d'une zone urbaine fonctionnelle unique, mais multipolaire, qui compte plus de 3 millions d'habitants sur une superficie de plus de 5000 km². La deuxième approche, qui concerne les systèmes urbains, est une approche relationnelle des territoires qui repose sur 7 indicateurs de flux. C'est la méthode proposée par Nadine Catan, qui s'applique donc à la maille des aires urbaines telles que définies par l'INSEE et qui donc caractérise les liens entre les aires urbaines. Donc, ces indicateurs de flux sont la mobilité domicile-travail, qui est un indicateur classique, les migrations résidentielles, le système grande vitesse qui combine l'offre aérienne et la grande vitesse TGV, les liens entre établissements et sièges, donc sur les secteurs de technologie innovants, mais également dans tous les secteurs d'activité, les partenariats scientifiques européens et les liens résidence principale, résidence secondaire. La méthode consiste à prendre en compte simultanément les différents indicateurs et les différents liens qui participent de la création des systèmes urbains. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Nadine Catan n'applique pas de pondération par rapport à la taille des aires urbaines, mais toutefois, elle a mené des tests préalables donc à la définition de ces systèmes, et les tests ont montré que la configuration spatiale qui résultait était la même avec ou sans pondération. Ce qu'on note, c'est que les systèmes urbains sont analysés au croisement d'une variété de liens et de fonctionnalités, pour qu'une relation entre deux aires urbaines, donc les aires urbaines, c'est ce que vous voyez, l'ensemble des tracés noirs sur la carte, soit considérée donc comme, pour qu'une relation entre deux aires soit considérée comme constitutive d'un système urbain, il y a 2 conditions. La relation doit présenter un volume important de l'échange, donc on a un effet de taille et une notion de seuil, et la relation doit concerner plus de 3 des 7 indicateurs de lien. Il s'agit ici d'avoir une représentation spatiale qui est basée sur les dynamiques des territoires, c'est-à-dire les flux, les réseaux, les interconnexions, plus que sur un état des lieux des stocks par nature statique et qui confinent souvent les territoires dans leur périmètre administratif. On note sur la région qu'il y a 4 systèmes urbains à l'échelle régionale Hauts-de-France. Le système urbain lillois qui recouvre la majeure partie de l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais. Un plus petit système en poids de population autour d'Amiens, mais qui est un système quasi autonome. Au sud de l'Aisne, des aires urbaines sont rattachées au système urbain rémois. Et puis, les aires urbaines du sud de la région sont intégrées à l'aire d'influence de la région parisienne et donc au système urbain de Paris. Nadine Catan prend également 3 échelons territoriaux comme partie prenante de chaque système urbain. C'est la proximité, c'est ce que vous voyez en rouge sur la carte. La transversalité, c'est les liens verts, donc ce sont les dynamiques intersystèmes. Et la connexion à Paris, ce sont les liens en jaune. En ce qui concerne la métropole lilloise, plusieurs échelles d'interdépendance et donc de coopération sont mises en évidence. L'échelle de la région Hauts-de-France, bien entendu, avec les articulations transfrontalières incluant Bruxelles, l'échelle des transversalités nationales, donc avec les grandes métropoles françaises, et l'échelle des connexions à Paris. Et ce qu'on note, c'est que Paris est un partenaire incontournable puisque presque toutes les aires urbaines de la région ont une connexion avec Paris. Ce qu'on note également, c'est que les relations entre le système de Lille et les autres systèmes métropolitains français passent toutes par l'aire urbaine de Lille et que l'axe Lille-Amiens est un des pivots forts de la dynamique régionale. On note également que les travaux de Nadine Catan ont intégré la dimension transfrontalière. Les analyses faites n'ont pas pu s'appuyer sur autant d'indicateurs que les indicateurs utilisés pour l'analyse de la situation française, pour diverses raisons. C'est ce que disait Thierry, manque de données ou à cause de logiques d'indicateurs différents. En tout cas, on a noté dans les travaux qu'elle a présentés, on note que les liens transfrontaliers sont essentiellement des liens de proximité et que Lille est la porte d'accès principale de ces liens transfrontaliers, notamment avec Bruxelles. Pour ce qui caractérise la région Hauts-de-France, c'est l'existence d'un maillage urbain polycentrique de nombreuses villes de taille moyenne avec des villes relais. La présence d'anciens bassins industriels et de la frontière donne des formes urbaines difficiles à appréhender et qui échappent aux descriptions et aux analyses classiques françaises. Le fonctionnement du système urbain est multipolaire, car au-delà de la connexion à la ville-centre, donc on a tout un système de liens transversaux des principales villes entre elles. Donc le système urbain de Lille figure parmi l'un des rares systèmes français qui affiche à la fois une dimension polycentrique, avec la présence d'aires urbaines qui sont loin d'être négligeables puisqu'elles sont supérieures pour la plupart à plus de 100 000 habitants, et un fonctionnement multipolaire qui présente, en fait, attesté par la présence de sous-ensembles de pôles intégrés qui ont également des liens intenses et diversifiés entre eux.
au sein du système lillois, on note que Lille joue un rôle de carrefour de l'échange, elle joue un rôle de gateway, donc de porte d'accès pour la région. Cela signifie que l'ensemble des relations entre les villes du système lillois et les autres métropoles françaises passent, à l'exception de Paris, passent toutes par la ville-centre. Et on note également l'importance des liens de la métropole avec le bassin minier, puisque ce que vous voyez en rouge sur la carte, c'est le lien, en tout cas les liens représentés entre les aires urbaines de Lille et celles de Doubs et Lens. Et ce qu'il faut noter dans les études de Nadine Catan, c'est que les volumes de l'échange entre ces deux aires urbaines sont tellement importants pour les 5 indicateurs de flux que ce lien constitue à lui seul une des classes des analyses de Nadine Catan. En conclusion rapide, on soulignera que les flux s'affranchissent des limites administratives et que les interdépendances sont de plus en plus fortes entre les territoires. Pour pouvoir saisir la métropole lilloise dans toutes ses dimensions, il y a donc des travaux à poursuivre et d'autres approches et de nouveaux champs à explorer, parmi lesquels on peut citer notamment le métabolisme territorial, c'est-à-dire l'analyse des flux de matière et d'énergie, qui font actuellement l'objet de recherche du programme POPSU Métropole auquel participent la MEL et l'Université de Lille, ou encore les dynamiques économiques qui vous seront présentées juste après par Denis Carré et Nadine Levrato. Il y a également, c'est ce que disait Thierry également tout au départ de son propos, à développer et à enrichir un travail sur les indicateurs de flux et sur les données transfrontalières, y compris l'impact des flux de transit. Et puis, il y a un besoin de continuer de croiser les différentes approches et recherches menées sur le sujet sur le territoire lillois, parce qu'elles ont toutes des orientations différentes et que le croisement, en tout cas, de ces approches permet de pouvoir saisir la métropole lilloise dans toutes ses dimensions. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Mathilde. De ton propos, je retiens, au risque de caricaturer un peu, quelques messages assez basiques. Le premier, c'est le développement et l'intensité, donc l'intensité croissante des flux de toute nature au sein, entre la métropole et les territoires contigus, mais aussi les territoires voisins un peu plus éloignés. Une intégration de plus en plus évidente entre la métropole et la partie centrale du bassin minier. Tu montrais tout à l'heure qu'entre Doubs et Lens et Lille, Nadine Catan n'arrive même pas à caractériser les flux, puisque les flux sont maximum dans tous les indicateurs qu'elle utilise. Troisième message, eh bien, la difficulté d'appréhender les relations transfrontalières pour les raisons qu'on a déjà évoquées, mais aussi par le fait que de toute façon, il y a toute une série de flux qui échappent pour l'instant à l'analyse. Tous les flux liés aux loisirs, une partie des flux liés à l'étude, aux relations sanitaires, etc., sur lesquels il y a effectivement encore beaucoup de travail, sans parler, tu l'as dit, des questions d'échange économique, d'échange de marchandises notamment, qui est un sujet assez fondamental et sur lesquels on peine pour l'instant à trouver les données factuelles comparables nous permettant d'avancer. Alors, sans plus prendre de temps, je propose à Nadine Levrato et Denis Carré de nous présenter les résultats du partenariat de recherche qu'ils ont mené avec l'agence durant les 2 dernières années, puisqu'on a essayé de comprendre s'il y avait ou non co-développement entre la métropole et les territoires contigus ou les territoires voisins de la région. C'est Nadine, je pense, qui fait la présentation. Nadine. Ah. Oui, est-ce que c'est bon là? Parfait. D'accord. J'avais un problème d'autorisation, mais là, je crois que tout est résolu. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vois que ça y est, Denis aussi est à l'écran. Donc, je suis Nadine Levrato.
vous voyez sur la petite vignette Denis Carré. Donc nous avons réalisé avec un collègue également qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'appelle Mounir Amdaoud, cette étude qui s'est joint à nous en cours de route. Nous avons réalisé cette recherche sur la dynamique économique de la métropole et les relations avec les territoires voisins en partenariat avec la DULM pour répondre à une question particulière qui avait été inspirée par la recherche que nous avions faite avec une équipe un peu élargie pour France Stratégie, on publié en 2017 sur 13 métropoles et dans l'approche de France Stratégie qui a été résumée dans une note qui a été co-signée France Stratégie et à l'époque ça s'appelait le Commissariat Général à l'égalité des territoires. L'analyse de l'île était exprimée de la façon suivante, donc c'est un extrait mais qui est assez révélateur. Une métropole dont la dynamique de l'emploi n'est pas partagée avec les territoires avoisinants et qui se développe en relatif isolat. Donc le verdict était assez clair. On avait la métropole et le reste du monde, et donc la commande et le travail commun avec la DULM a consisté à aller plus loin dans la compréhension des interrelations locales et d'essayer de voir plus finement que sur l'étude transversale et générique de France Stratégie, comment se structurer les relations entre le cœur métropolitain et les territoires alentours, voire l'ensemble de la région et même, nous le verrons, au-delà. Donc on reste vraiment dans la logique qui a été évoquée par Mathilde. Et la caractéristique de l'approche que nous avons retenue, c'est qu'elle s'est centrée sur l'évolution comparée des dynamiques de l'emploi. Alors, peut-être une petite parenthèse sur les raisons du choix de cet indicateur. Vous savez qu'il est possible de mesurer de différentes manières des phénomènes économiques. Le problème, c'est que sur les données locales, on manque cruellement de renseignements, d'informations. C'est-à-dire que il est extrêmement difficile de calculer à des échelles fines un PIB. Déjà à l'échelle départementale, il y a toute une série d'hypothèses qui est retenue sur la création de valeur ajoutée, et donc on ne peut pas descendre à une échelle plus fine. Sur les valeurs ajoutées, là encore, on a un problème puisque elles ne sont pas disponibles au niveau des établissements. Il n'y a pas de comptabilité au niveau de l'établissement, donc on ne peut pas faire des découpages fins, ce qui est gênant parce que dans des territoires où il y a beaucoup d'entreprises multi-établissements, voire des groupes, on est obligé de faire des hypothèses extrêmement fortes. Et le seul outil qui peut être mobilisé sans équivoque parce que justement on dispose des données de base, ce sont les postes, les emplois qui eux sont disponibles soit via l'ACOS, soit via un fichier de l'INSEE qui s'appelle connaissance locale de l'appareil productif, qui permet vraiment de dénombrer les emplois salariés et éventuellement les types d'emploi par secteur avec un niveau très fin, puisque c'est l'échelle communale qui est retenue. Donc, nous avons retenu cet indicateur de l'emploi avec 3 niveaux: l'emploi salarié total, l'emploi salarié de l'économie productive, c'est-à-dire un continuum constitué de l'industrie au sens large, des services aux entreprises, du transport de marchandises et du commerce de gros, et également des découpages sectoriels plus fins pour mesurer les coévolutions entre la métropole et les territoires voisins et ainsi mesurer ce fameux effet métropolitain.
l'idée était de rechercher des traces d'interrelations entre la MEL et les autres territoires des Hauts-de-France et d'étendre l'analyse à ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, puisqu'on a vu que il y a vraiment une continuité territoriale entre la Belgique et une partie des Hauts-de-France. Le résultat que l'on attendait, c'était justement de voir comment les interactions à l'intérieur de la région et notamment entre acteurs pouvaient structurer les interrelations locales. Donc, on a ici le découpage de données auquel on a procédé pour la partie quantitative de l'étude. Donc, on se base sur des données INSEE disponibles à l'échelle de l'établissement, puisque nous sommes accrédités par le Comité national du secret statistique pour accéder à des données individuelles non anonymisées, ce qui nous permet de reconstituer nos indicateurs pour pouvoir justement travailler à des échelles très fines, voire des découpages ad hoc. Alors on a ici la manière dont on a structuré les niveaux de découpage, avec le niveau le plus large, la base compétitive, tel que je l'ai défini tout à l'heure. Pourquoi c'est par ce niveau? Parce qu'il a été prouvé par nous, mais par d'autres aussi, que c'est vraiment le moteur de l'économie et que l'emploi des autres secteurs dépend de ce qui se passe au niveau de la base compétitive. On l'a découpé ensuite entre l'industrie manufacturière et les services aux entreprises, avec là encore souvent une relation de dépendance. Et enfin, on a aussi découpé ces deux grands blocs en sous-secteurs pour voir si il y avait des moteurs ou des vecteurs particuliers de ces relations interterritoriales. Et pour voir s'il y avait vraiment un effet métropolitain, ce que l'on a observé, ce sont ce qu'on appelle les autocorrélations spatiales, c'est-à-dire qu'on mesure si le phénomène que l'on étudie ici, la variation de l'emploi, est plus corrélé au niveau des territoires proches qu'en moyenne sur l'ensemble de la région ou même au-delà. Alors, très brièvement, on a ici une première carte qui présente l'effet local dans les zones d'emploi des Hauts-de-France. Alors, petite précision technique, l'effet local, c'est ce qui reste de la variation de l'emploi une fois que l'on a éliminé le trend structurel, c'est-à-dire le trend macro, ce qui s'est passé au niveau de l'ensemble de la France, et les trends spécifiques à chaque secteur qui sont présents dans les différents territoires étudiés. Ce qui reste, ce résidu, pourrait-on dire, c'est donc vraiment la variation de l'emploi local qui ne doit rien à la conjoncture macroéconomique ou à la tendance propre à chaque secteur. Et on voit déjà au premier coup d'œil qu'il y a des disparités territoriales importantes sur la période 2009-2015 que nous avons étudiée, puisque certains territoires en vert présente un effet local positif, c'est-à-dire qu'il surperforme les variations de l'emploi qui seraient simplement dues à la conjoncture macro ou à la composition du portefeuille d'activité, alors que d'autres territoires sous-performent leur potentiel de croissance. Et ce que l'on observe aussi très vite, mais vous le savez très certainement au moins aussi bien que nous et certainement mieux, c'est que on a cette métropole lilloise qui est découpée, fractionnée entre donc d'un côté avec un effet local positif très fort, la zone d'emploi de Lille, et de l'autre un effet local négatif sur la zone d'emploi de Roubaix-Tourcoing, ce qui conduisait à
ce bilan globalement négatif, pour simplifier, de la note de France Stratégie. Donc, ce que nous avons fait déjà pour commencer, c'est que nous avons reconstitué la métropole de Lille en agrégeant les résultats, en regroupant donc ce qui se passe sur Lille, la zone d'emploi de Lille, pardon, et la zone d'emploi de Roubaix-Tourcoing. Et là, on voit que la métropole lilloise, qui était dans un cadran où l'effet local propre à la métropole et l'effet local des territoires avoisinants était négatif, eh bien ici, on a un déplacement vers la valeur nulle, hein, avec donc une tendance qui rapproche la métropole d'autres comme Paris, avec un effet propre et un effet des territoires voisins extrêmement proche de zéro. Donc ça veut dire que on est à égalité quasiment sur les deux territoires en matière d'effet local. Alors, je vais essayer de passer. Non, là. Donc, c'est cette première conclusion qui finalement revenait à dire bon, Lille n'est finalement pas si mal lotie que ça, nous a amené à aller chercher plus loin et notamment à creuser les possibilités d'existence d'effets de débordement, c'est-à-dire d'effets de diffusion ou d'entraînement entre Lille et la métropole. Vous vous souvenez certainement que à l'époque où l'étude de France Stratégie a été faite, prévalait encore l'idée qu'il y avait un effet de ruissellement des métropoles sur les territoires voisins. L'hypothèse qui avait amené à privilégier les métropoles dans le développement économique, c'était que elles allaient irriguer les territoires avoisinants, et donc on a réactualisé les travaux qui avaient été conduits sur la période 2009-2014, je crois, avec des données plus récentes pour chercher s'il existait ou non des interactions entre les zones, les EPCI et les zones d'emploi. On a fait les deux échelles sur l'ensemble des composantes de la région. Alors ici, vous avez la carte globale des variations de l'emploi salarié, et sur la partie droite de la diapo, ce sont les éventuels effets d'entraînement mesurés par l'autocorrélation spatiale qui peuvent exister. Quand on est en rouge, c'est qu'on a des territoires plutôt forts qui sont voisins avec des territoires plutôt forts. On le voit ici, donc il y a cette zone d'emploi qui bénéficie de l'effet d'entraînement de celle-ci. En bleu, on a l'opposé, c'est-à-dire des territoires faibles à côté de territoires faibles, donc qui s'entraînent mutuellement dans une forme de déprise. Ce sont des points dits froids, puisque ce sont des faibles à côté des faibles, ou comme il est écrit dans le petit cartouche, des clusters de territoires à dynamique négative. Ici, le noyau, le foyer qui nous intéresse, ne fait apparaître aucune coloration particulière, ce qui veut dire qu'il n'y a ni autocorrélation spatiale positive, ni autocorrélation spatiale négative, avec des opposés qui se rapprocheraient. Il n'y a juste pas d'autocorrélation spatiale significative, ce qui veut dire que on ne dénote pas d'effet d'entraînement significatif entre voisins quand on regarde l'effet l'emploi salarié total, ni donc sur la métropole, ni entre Lille et les territoires alentours. Alors, allons un peu plus loin en creusant
toujours cette dimension, mais en ne regardant non plus l'emploi salarié total, qui pourrait être biaisé parce qu'il y aurait des formes d'hétérogénéité qui interviendraient à l'intérieur de la base de l'ensemble de l'emploi salarié, mais en plaçant la focale sur l'emploi salarié de la base compétitive uniquement. Donc, même méthode, on a des points chauds ici, des points froids qui interviennent là, mais dans l'ensemble, sur la très grande majorité des territoires étudiés, on voit qu'on est en gris, c'est-à-dire sans effet d'autocorrélation spatiale significative, et c'est encore confirmé sur la métropole et les territoires voisins. On se dit que peut-être en descendant un peu plus bas, on va voir des choses. Et oui, en effet, on voit des choses, c'est-à-dire que le cluster faible s'agrandit et réapparaît quand on se consacre à la seule dimension de l'industrie manufacturière. Mais s'il y a bien des effets de confort dans des dynamiques négatives sur le sud et une petite partie ouest de la région, on n'a toujours rien entre l'île et les territoires alentours. Donc, on est quand même dans une situation où, quel que soit le niveau d'emploi salarié que l'on observe, on n'a pas d'effet local significatif en matière d'autocorrélation spatiale, ce qui nous amène à j'ai du mal à passer les diapos, je suis désolée. Ce qui nous amène à la conclusion suivante, c'est que finalement, lorsqu'on regarde les dynamiques de l'emploi et les liens entre les territoires de la région des Hauts-de-France, on peut considérer que très majoritairement, on a un emploi sur chaque unité spatiale qui évolue indépendamment des effets de débordement, c'est-à-dire qu'on a très peu de synergie comparé à la moyenne, hein, bien sûr, entre les territoires que l'on a étudiés au niveau de la région. Et que les dynamiques, comme on a pu le voir, restent très contrastées, que l'on prenne les taux de variation de base ou l'autocorrélation spatiale, en dépit de réels effets d'agglomération, c'est-à-dire qu'on a bien des poches où l'emploi salarié est beaucoup plus concentré que dans d'autres territoires, et une croissance des flux qui a été constatée par ailleurs. Donc on a, suivant l'indicateur que l'on observe, suivant la méthode que l'on utilise, on a des résultats qui peuvent paraître contradictoires, mais en fait qui proviennent du fait que, primo, les découpages spatiaux ne sont pas tous les mêmes dans les études qui sont réalisées, dans le lot d'études qui a été conduit par la DULM, et que les méthodes, la diversité des méthodes mobilisées selon les études peut conduire à des résultats divergents. Vous pouvez avoir des relations domicile-travail sans que cela provoque un effet d'entraînement par la production. Il peut y avoir des effets de revenus, mais pas des effets sur la structuration du tissu productif. Et donc, pour nous, avec notre outil, avec nos indicateurs, on a une forme d'autonomie des territoires de la région qui se traduit par la faiblesse des interrelations locales entre les unités spatiales qui ont été considérées. Alors, ce résultat, hein, qui est quand même un résultat fort, puisque vous imaginez bien qu'on l'a vérifié par de multiples analyses et de tests de robustesse, on peut imaginer que l'hétérogénéité, malgré
les analyses par secteur restent importantes et que on pourrait voir des choses différentes avec des nomenclatures plus fines sur les niveaux de qualification ou certains métiers. On peut imaginer aussi des complémentarités entre notre recherche et les autres recherches citées. On peut également imaginer que finalement, ce serait plutôt des relations corporate, puisqu'il y a beaucoup de groupes dans la région, qui pourraient expliquer l'existence de certains effets d'entraînement. Bon, je ne vais pas revenir sur l'hétéronomie de certains centres de décision. On l'a vu avec Bridgestone à Béthune, mais cette présence de centres de décision extérieurs à la région pourrait aussi expliquer que dans certains cas, finalement, ce n'est pas le local qui intervient, mais une forme de dépendance à des centres de décision qui échappent totalement du fait de l'éloignement à des décisions locales. Alors, on a expérimenté aussi, je dis expérimenté parce que il y a quand même des réserves quant aux données qui sont utilisées. C'est un peu technique, mais on pourra y revenir pendant la discussion si vous le souhaitez. On a expérimenté ce qui pouvait expliquer les relations entre les territoires frontaliers et ce qui se passe du côté de la Belgique avec des réciprocités en matière d'interrelation. Et donc, nous remercions les instances et les institutions locales qui nous ont permis d'accéder à des données belges. Alors, elles ne sont pas exactement construites de la même manière que les données de l'INSEE. Donc, on a une petite, une hétérogénéité de construction et de sources, mais on a essayé de s'approcher le plus près possible. Et ce que montrent ces regroupements, donc je crois que c'est pas si fréquent d'avoir sur une même carte les Hauts-de-France et la Belgique. Donc, ce que montrent ces cartes ici, c'est que on a des disparités, des fractures spatiales qui peuvent se lire sur ces deux cartes, par exemple, entre les différents territoires de ce regroupement international, puisque le taux de chômage, on le voit, est très différent, mais ne suit pas forcément la ligne de la frontière, de même que les emplois publics, dont la part varie considérablement entre les Hauts-de-France et la Wallonie et les Flandres, la Flandre au sens large. Cette dimension transfrontalière, en revanche, apparaît plus fortement sur des indicateurs tels que la variation de l'emploi salarié entre 2009 et 2015, où on voit quand même des dynamiques très contrastées entre une tendance au repli côté français, une dynamique plus positive du côté belge, qui en revanche doit quand même pas mal à la structure des portefeuilles d'activité, puisque lorsqu'on observe uniquement l'effet local, on s'aperçoit que une partie des territoires des Hauts-de-France souffre davantage que ce qui se passe du côté du nord-est de la région et dans la majorité des territoires belges. Donc, on s'est livré au même exercice en essayant de voir si on n'avait pas des effets de débordement qui passaient d'un côté à l'autre de la frontière, puisque dans les analyses précédentes, on a ce qu'on appelle techniquement un effet de bord, c'est-à-dire que en coupant ici le territoire à la frontière franco-belge, en fait, on considère que l'île est exactement dans la même situation que Dunkerque, sauf que dans un cas, c'est la mer, et donc c'est normal qu'il
voyez rien, alors que dans l'autre cas, il devrait y avoir quelque chose et il pourrait y avoir donc des sauts qui s'opèrent. Eh bien, non, encore raté, dirais-je, puisque on a ici une opposition très claire. Et vraiment, ça a été une grosse surprise pour nous, mais pas uniquement, je crois, entre deux blocs, un où on a une autocorrélation spatiale positive, donc du côté belge, avec des territoires forts à côté de territoires forts, je précise toujours en matière de variation d'emploi, et de l'autre, un cluster négatif, enfin un cluster à autocorrélation spatiale de type faible-faible, qui s'élargit puisque quand on calcule l'autocorrélation spatiale, on tient compte de la moyenne de l'ensemble. Et comme ici, on a des territoires en dynamique très positive, eh bien, par contraste, la dynamique négative de cela apparaît plus fortement. Et donc, entre les deux, il n'y a rien. Ce qui est, il n'y a rien de significatif, plus précisément. Ce qui est techniquement normal, puisque, en fait, les territoires ici, entre les deux blocs très significatifs vont être tiraillés entre les points forts et les points faibles, si bien qu'il n'y a rien de net qui peut apparaître. Alors, ces résultats, bien sûr, doivent être pris avec une extrême prudence, parce que il y a une hétérogénéité des sources, une hétérogénéité des découpages, des zones d'emploi ici, des arrondissements là. Donc, il y a de multiples précautions à prendre, mais c'était une première tentative d'expérimentation, justement, de ces méthodes sur cet espace interrégional, avec d'un côté un pays, de l'autre côté une région. Alors, finalement, les résultats que l'on a obtenus avec cette analyse quantitative très standardisée et qui permet finalement, grâce à cette standardisation, de repérer des régularités statistiques qui pourraient avoir cours sur des échelles spatiales différentes, eh bien, c'est qu'il n'y a pas d'explication simple de la dynamique de l'emploi au niveau des territoires. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des choses qui échappent à la quantification. Par exemple, toutes les relations entre acteurs, toutes les subtilités des politiques publiques, toute la subtilité aussi des nomenclatures de métiers ou des nomenclatures de produits, qui fait que même en prenant de grandes précautions et en ayant des découpages sectoriels fins, ben finalement, on n'arrive pas à tout voir. Et ensuite, on peut imaginer que dans certains territoires, il y ait des comportements stratégiques, des spécificités dans les comportements des acteurs qui échappent là encore à l'analyse statistique et qui laissent inexpliquées une grande partie des variations de l'emploi. Donc, on n'arrive pas à repérer des modèles simples, des modèles de dynamique spatiale simples, y compris en utilisant des techniques très sophistiquées. Il existe toujours une partie, donc une part de variance qui reste inexpliquée par ces analyses quantitatives. Alors, à quoi ça sert finalement, pourriez-vous dire? Ben, ça sert au fait que ça va permettre de déblayer toute une série de choses, puisqu'on a fait tourner des modèles qui permettent de repérer quand même certaines variables explicatives que l'on va voir émerger et qui vont structurer ensuite les carottages plus précis que l'on peut faire avec des analyses qualitatives que nous avons conduites, donc à l'aide d'une grille morphologique des territoires. Alors l'analyse morphologique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est
c'est une construction qui est faite à partir de toute une série, de tout un stock de connaissances produites sur les dynamiques territoriales qui permettent de classer en différentes catégories les facteurs explicatifs des variations de l'emploi. Eh bien, par exemple, la variation de l'emploi sur un territoire donné va dépendre d'effets d'agglomération qui sont captés par le nombre d'emplois présents et la densité de cet emploi. Ça va dépendre aussi du profil technico-économique, la présence de certains secteurs, la spécialisation ou non, le fait que les secteurs qui sont présents travaillent ensemble ou pas, et donc de toute une série de facteurs qui sont listés ici et que l'on va évaluer à dire d'experts pour savoir si ils jouent plus ou moins favorablement sur un territoire donné. Et il y a ensuite, à côté de cela, des facteurs qualitatifs qui là vont être également analysés à partir d'entretiens. Il n'y a pas de base de données, contrairement au cas précédent, qui répertorie ces facteurs-là et qui donc ne peuvent provenir que de discussions approfondies avec les acteurs locaux pour comprendre comment le capital social et la coopération, par exemple, peuvent jouer, ou comment les mesures très fines de politique locale mises en œuvre peuvent aussi intervenir dans les dynamiques locales qui sont mesurées par l'effet local que nous avons évoqué tout à l'heure, classifiées en très négatif, négatif, nul, positif ou très positif. Alors, on a pris ici un cas fictif de grille morphologique entre deux territoires, le rouge et le bleu, qui pourrait donner ou inspirer une action publique. Donc, la grille morphologique, déjà pour préciser, en général, elle est construite à visée comparative, c'est-à-dire qu'on a un référentiel vers lequel, par rapport auquel, plutôt, pardon, on va étalonner le territoire d'intérêt. Donc ici, le référentiel, c'est le rouge, le territoire qu'on veut étalonner, c'est le bleu. Et si le bleu veut avoir un effet local aussi fort que le rouge, que doit-il faire? On voit que ici, les efforts devraient porter sur le taux de création d'entreprises, donc la dynamique entrepreneuriale, sur la R&D, donc un effort pour la développer, la promouvoir, et les qualifications mesurées par l'emploi, la part des cadres et des professions intellectuelles supérieures qu'il faut rehausser pour pouvoir coller au profil morphologique du territoire de référence. Donc, je précise que le cas est purement fictif, mais c'est pour expliquer comment ces grilles morphologiques que l'on a expérimentées sur différents territoires de la région, qui se sont livrés à un début d'exercice avec nous, peuvent justement aider les acteurs locaux, les décideurs publics à adapter les politiques de soutien à l'économie dans le but de renforcer les dynamiques locales. Et vous voyez qu'on a pris soin ici de mesurer la performance par l'effet local, parce que c'est justement ce qui dépend le moins de facteurs hétérogènes, la conjoncture macro bien sûr, mais également le portefeuille d'activité qui dépend de bien d'autres choses que des politiques locales. Alors, nous proposons désormais de développer l'exercice parce qu'il a été fait d'abord en pleine période de confinement, ce qui n'est pas la meilleure situation pour mener des entretiens bilatéraux. C'était il y a un peu plus d'un an maintenant. Et ce qu'il faudrait faire, c'est développer cette méthode de collecte d'informations pour qu'il y ait une forme d'auto-évaluation par les acteurs eux-mêmes et
ensuite une agrégation, une concaténation des renseignements collectés pour arriver à ce point unique de positionnement. Donc on a ici dressé une petite liste, évidemment non exhaustive, des personnalités ou des responsables qui doivent en principe être interrogés pour justement synthétiser ces dires d'experts sur les variables qualitatives, sachant que c'est vraiment un processus itératif puisque la grille va être préconstruite, mais va pouvoir évoluer aussi en fonction des retours des acteurs qui sont interviewés et qui peuvent pointer justement des manques ou des défauts dans la grille initiale telle qu'elle a été conçue. Voilà, donc vraiment de manière très très résumée, hein, ces 2 ans de travail collectif avec la DULM bien sûr, mais également d'autres acteurs de la région qu'on remercie très vivement avec Denis pour leur soutien et surtout leur aide technique pendant la période bien compliquée qu'on a passée et qui a conduit à des publications en cours, je crois, une synthèse longue et une synthèse courte qui devraient être prochainement disponibles. Donc nous sommes à votre disposition pour d'éventuelles questions et clarifications sur ce travail. Merci beaucoup. On entendra, j'imagine, dans les questions qu'on va être amené à poser maintenant. Je vous propose, sans plus attendre, de passer d'abord aux interventions très courtes de nos débatteurs, de nos trois invités autour de la table ronde. En donnant peut-être d'abord la parole à Simon Jodogne, en lui proposant de se présenter si c'est besoin, et d'avoir peut-être un premier rapport d'étonnement, des premières questions peut-être à poser à Nadine. On fera le tour des 3 débatteurs et puis on redonnera la parole à Nadine et Denis pour les réponses, si vous en êtes d'accord. Donc Simon, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis donc Simon Jodogne, en charge, directeur adjoint de la gouvernance et du dialogue territorial à la métropole européenne de Lille. Je voulais tout d'abord saluer le travail approfondi qui a été mené avec le Economics et puis l'équipe de l'ADU, dans la mesure où ce travail s'inscrit dans une politique dans la durée qui est une politique de relation de la métropole au sein de sa région, vue au sens large, à la fois la région Hauts-de-France, mais aussi ses voisins belges, et que cette étude à la fois quantitative et qualitative nourrit cette politique. Moi, j'ai deux points à souligner. Moi, une question, c'est effectivement le fait que à la fois l'étude, la statistique est un outil de connaissance, mais on voit aussi les biais finalement qui sont liés à la fois au périmètre, aux données dont on dispose. Et donc, moi, je voudrais souligner sur ce point-là deux éléments qui nous caractérisent finalement. Hein. C'est le fait que on a 2 zones d'emploi au sein d'une même métropole. Et ça, c'est une question qui finalement est un élément qui nous distingue d'autres métropoles et qui est du coup un élément, et on l'a bien vu dans votre étude par rapport au premier travail de France Stratégie, a introduit un élément qui, quand on agrège les 2 zones d'emploi, modifie finalement le portrait de la métropole. Et donc là, il y a un élément sur lequel, à mon sens, il faut qu'on puisse continuer à travailler et à être attentif
à cet élément-là. Et le deuxième point central pour moi, c'est la dimension transfrontalière. Cette frontière, et comme vous le disiez bien, ce n'est pas un océan, une mer, mais bien des territoires contigus et avec lesquels nous avons des relations fortes. Et ça aussi, c'est un élément sur lequel l'outil statistique a encore du mal à intégrer complètement. Et je vous remercie encore très fortement pour ce travail, même avec toutes les imperfections dont qu'il contient, d'avoir cherché à intégrer ces éléments transfrontaliers et frontaliers. On vous y a fortement incité et je vous remercie de cette réponse avec nos partenaires belges. Et moi, je souhaiterais qu'on puisse continuer, approfondir et poursuivre ces recherches, mais on reviendra dans les échanges là-dessus. Donc moi, le point d'attention, c'est bien ces deux éléments dans le débat qu'on va avoir par la suite. Je me fais penser que j'ai manqué à tous mes devoirs et que j'ai oublié de signaler l'apport décisif de nos collègues de l'AMEL, comme d'ailleurs de ceux de la région Hauts-de-France, l'agence 2020-2040, pour mener à bien cette étude. Donc, Grégory, puisqu'on parlait de l'agence Hauts-de-France 2020-2040, je voudrais te passer la parole pour le même exercice que celui que vient de faire Simon, et peut-être aussi quelques perspectives de développement. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Alors, par contre, j'ai pas la team. J'avais un petit. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, Grégory Marlier, donc je travaille à l'agence Hauts-de-France 2020-2040 au service observation prospective. J'excuse mon chef de service, Stéphane Imbert, qui est absent ce matin et qui a suivi l'ensemble de la démarche depuis le début. À mon tour, je salue le travail qui a été mené par Nadine Levrato et son équipe. C'est un travail passionnant. Je salue également aussi toute la dynamique impulsée par la DULM autour de ce travail qui a associé beaucoup de partenaires. Donc ce travail autour des dynamiques, cette démarche, elle s'inscrit vraiment dans la mise en œuvre du SRADET de la région, schéma régional d'aménagement, développement durable et d'égalité des territoires. Donc on entame la mise en œuvre du SRADET autour de l'accompagnement des territoires, de la traduction des objectifs et des règles, de la mobilisation des politiques régionales, et puis surtout dans l'idée d'impulser de nouvelles dynamiques territoriales, de favoriser l'interterritorialité et notamment à travers ce zonage des 5 grands espaces du SRADET, notamment un espace autour de la Melle élargie qui irait un peu de l'Audomarois à Maubeuge, qui est un espace qu'on a appelé amplifier le rayonnement métropolitain et les dynamiques transfrontalières. Et donc, bien évidemment, dans l'analyse un peu de ces espaces, dans ce qui se passe au sein de ces espaces, quelles sont les relations interterritoriales, mais aussi la relation des espaces entre eux. Je pense vraiment que ce travail et ces outils peuvent être pleinement mobilisés. Alors, sur les perspectives, un peu autour de ce travail, au niveau de l'agence Hauts-de-France, on aimerait, alors c'est ce qu'on proposera aux élus issus des élections de fin juin, on aimerait un peu utiliser ces méthodes économétriques et puis la grille morphologique présentée tout à l'heure par Nadine, dans le nouveau contexte qui est celui d'aujourd'hui avec les impacts de la crise sanitaire, puisque on voit sur les premiers résultats de l'année 2020, la perte de 11 milliards de PIB qu'on voit en Hauts-de-France a des impacts très différents au sein du territoire de la région, avec un espace métropolitain élargi qui a plutôt bien résisté en termes d'emploi, y compris par rapport à la France, et à contrario des territoires peut-être plus en difficulté comme Péronne ou Laon ou Château-Thierry. Donc du coup, on a la conviction que les outils qui ont été présentés tout à l'heure peuvent vraiment être pertinents pour mesurer un peu ces disparités territoriales,
mesurer un peu, on voit qu'il y a un effet, des effets locaux qui jouent beaucoup, et donc de voir un peu le côté qualitatif de ces effets locaux, et de voir si finalement l'interterritorialité contribue à amortir la crise sur certains territoires, et peut être finalement des outils en termes de relance et de sortie de la crise dans les années à venir. Donc on souhaite engager cette démarche donc rapidement, avec finalement aussi deux principes, hein, une démarche en temps long, puisqu'on voit que pour mesurer un peu ces différents effets de la crise économique avec ces grilles d'analyse, on sera sur un temps de plusieurs années en fonction des données qui arriveront, et puis aussi eh bien de poursuivre un peu l'animation que la DUM avait lancée, hein, en mobilisant Urba 8, la mission Bassin Minier, et puis les partenaires transfrontaliers. Peut-être deux remarques, si je peux encore, par rapport à ce qui a été présenté dans les suites possibles. Moi, je vois vraiment des prolongements aussi intéressants par rapport à la question du transfrontalier. C'était un point important que la région souhaitait mettre en avant. On a pu apporter quelques données. On a des perspectives assez optimistes, avec notamment un programme Interreg qui est Transstat, hein, qui vise à essayer d'améliorer la qualité des données donc entre la région et puis les territoires voisins, d'améliorer le partage des données transfrontalières et leur transposabilité, hein. Et donc l'idée vraiment, je pense, que à terme, eh bien, ce projet Transstat permettra de mobiliser de nouvelles données et de nouvelles analyses pour travailler sur ces relations interterritoriales transfrontalières. Et puis, ce qui a été présenté par Nadine montre aussi que par rapport à ces questions de métropolisation, on peut un peu dépasser un peu cette logique d'une collaboration entre guillemets pour la croissance et la diffusion de la croissance que peut permettre l'effet métropolitain, à quelque chose de plus multidimensionnel, hein. Je vois notamment, on a souvent Éloi Laurent, qui est un économiste qui cite différents types de coopération, d'une métropole coopérative, et donc on peut voir notamment avec des travaux qui sont en cours, hein, autour de la coopération au sein des métropoles, la coopération sociale pour le bien-être, ça fait écho à une démarche de la DULM sur le bien-être territorial. Un deuxième type de coopération, des coopérations interterritoriales avec les territoires voisins sur des flux de développement humain, flux de marchandises. Et puis l'importance aussi de la coopération avec les écosystèmes locaux ou globaux, et ça fait écho à notamment ce que l'AMEL travaille autour du métabolisme métropolitain. Donc du coup, je pense qu'aussi, au-delà de la poursuite de ce travail qu'on aura avec Economics pour mesurer ces effets de la crise, je pense qu'il est aussi intéressant de mettre en commun et de croiser ces différentes approches qui touchent aux effets d'une métropole coopérative. Merci Grégory. Ma tâche est d'autant plus facile que tu fais toi-même les transitions entre les intervenants. Donc, en saluant au passage aussi nos complices des agences d'urbanisme d'Amiens, de l'Artois et de Dunkerque, qui se sont prêtés à l'exercice décrit tout à l'heure par Nadine, c'est-à-dire cette tentative de complément de l'analyse qualitative, l'analyse quantitative par l'analyse qualitative, et donc la réalisation de grilles morphologiques pour ces territoires. Je passe la parole à un autre complice, Frédéric Sénave, puisque IDETA s'est aussi prêté à cet exercice, et on a donc montré que cette analyse comparative des grilles morphologiques était possible aussi dans le transfrontalier. Frédéric, voilà. Bonjour, bonjour. En représentant en deux mots de cas, parce que je ne sais pas si le sigle est connu de tous les participants ce matin. D'accord, oui, donc vite dit, je vous viens effectivement, comme ça a été dit en introduction, de l'étranger, puisque je suis belge. Néanmoins, je me sens très lillois, moi aussi, pas très différent de vous, Thierry. Et donc, tout ça est très relatif. Mais l'IDETA est donc une agence de développement territorial qui couvre l'ouest de la Wallonie et dont le territoire d'action s'étend de la frontière française de Tournai jusqu'à la région bruxelloise.
Nous avons, en termes d'activité, nous occupons des champs. Alors le core business, c'est le développement économique. Hein. Nous équipons des parcs d'activité économique, des infrastructures d'accueil pour entreprises, des centres d'entreprise, etc. Mais ça va beaucoup plus loin puisque nous avons aussi une action très forte en matière de production d'énergie renouvelable, en partenariat avec les privés. Nous avons aussi une action en termes d'ingénierie touristique et de soutien à l'attractivité du territoire, les villes et les communes qui nous sont associées. Et puis, au-delà de ça, des activités annexes qui vont de la petite enfance, puisque nous gérons des maisons d'enfants, des crèches dans les parcs d'activité jusqu'à la mort, je vais le dire comme ça, puisque nous gérons aussi un crématorium. Donc, vous voyez, nous avons un panel d'activités très diversifié sur une région assez large, malgré tout, qui s'étend de la frontière française jusque la région bruxelloise. Moi, je voudrais, en réaction, d'abord vous donner un ressenti de terrain, vous dire tout ce que ces propos et études menées par Economics m'inspirent et nous inspirent de ce côté-ci de la frontière. D'abord, je voudrais m'associer aux propos de Simon parce que il faut vraiment féliciter Madame Levrato et son équipe pour le travail accompli. La jungle statistique est une vraie jungle. Ça a été dit et redit, mais je pense que tous ceux qui s'y sont frottés peuvent le confirmer. Et les résultats obtenus, alors avec toutes les pincettes qu'il faut mettre autour de ces résultats, méritent quand même d'être soulignés. C'est quand même une sacrée prouesse de pouvoir rassembler des données aussi hétérogènes. Voilà. Au-delà de ça, je dirais que je suis évidemment tout aussi désemparé que vous par rapport aux premières conclusions de l'étude. Hein, le fait que la métropole lilloise, eh bien, quelque part, ce serait une île qui dans les effets de développement ne déborde pas sur les territoires qui la jouxtent. C'est faux. C'est faux. Je le dis comme ça de but en blanc, mais je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est faux. Il y a des effets de développement. Alors c'est faux. C'est faux parce que justement, les biais statistiques ne permettent pas d'appréhender la réalité telle qu'elle est. Et il faut donc, on l'a déjà dit et redit, travailler davantage et plus en profondeur, certainement sur d'autres méthodes d'analyse. Elles ont aussi été esquissées par Madame Levrato pour pouvoir appréhender la réalité. Mais néanmoins, ce que je peux vous dire, moi, c'est que nous menons depuis maintenant plus de 20 ans ici, dans la maison, une stratégie de développement qui est basée essentiellement sur l'axe Lille-Bruxelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire simplement que nos gros pôles d'activité, nos gros parcs d'activité économique, eh bien, nous les avons stratégiquement développés autour de cet axe autoroutier Lille-Bruxelles. Il faut quand même garder à l'esprit que les flux économiques passent encore, en tout cas au niveau local, régional, passent encore essentiellement par les axes autoroutiers. Et donc, c'est très logiquement que nous avons adopté cette stratégie en développement des parcs d'activité le long de cet axe autoroutier, à Tournai, à Ath, pour ceux qui connaissent un peu la région, à Enghien, aux portes de Bruxelles, à Leuze notamment. Alors pas uniquement, on a aussi un axe de développement qui va plus vers le sud-est le long de l'autoroute 42, mais néanmoins, cet axe Lille-Bruxelles est pour nous structurant et on voit que ça fonctionne. On voit que les entreprises s'y implantent, toujours de plus en plus nombreuses, que c'est vraiment un concept qui fonctionne. Pourquoi? Parce que nous sommes situés, nous, en Wallonie-Picarde, entre deux métropoles, la métropole lilloise et la métropole bruxelloise, et que, bien évidemment, contrairement à ce que les statistiques peuvent laisser penser, ces deux métropoles ont un effet d'entraînement sur la dynamique économique et ça se traduit dans les chiffres d'implantation d'entreprise et dans les chiffres d'emploi aussi. J'ai pas d'analyse autre que celle qui a déjà été menée et exposée à vous montrer.
mais il suffit d'aller sur le parc d'activité de Tournai-Ouest, pour ne parler que de celui-là, pour se rendre compte qu'il y a des entreprises françaises. Alors, c'est peut-être pas la majorité des entreprises, mais c'est quand même significatif. Et ce sont des grosses entreprises, des logisticiens comme Cedis, des Bardal, des Kiabi, ils y sont. On peut compter les plaques d'immatriculation françaises, ça c'est beaucoup plus empirique, mais néanmoins ça peut servir, et on s'en rendra vite compte qu'il y a quand même une vingtaine de pourcents des plaques d'immatriculation qui sont françaises. Donc voilà, tout ça, ça fait, à mon sens, mentir les chiffres et les statistiques. Je dois aussi vous dire que nous sommes considérés en Wallonie-Picarde. Alors, on est vu de Namur. Hein. Nous, la capitale de la Wallonie, c'est Namur. Et vu de Namur, la Wallonie-Picarde, c'est le Far West. Donc, on doit parfois crier fort pour se faire entendre. Mais il y a un signal qui marche à tous les coups quand on l'adresse à Namur, c'est le signal Eurométropole. Ça parle. Ça leur dit quelque chose. Pourquoi ça leur dit quelque chose? Parce que nous sommes considérés, nous, en Wallonie-Picarde, comme la porte d'entrée vers la France. Vers le territoire français, vers la Flandre aussi d'ailleurs, puisque nous sommes à la croisée des chemins. Mais c'est quand même significatif, hein, ça aussi c'est empirique, mais le fait que nous soyons vus de Namur comme la porte d'entrée vers la France, c'est qu'on reconnaît qu'il y a là un phénomène particulier. Pourquoi la Wallonie-Picarde et pas la région montoise, par exemple, qui est connectée, enfin en tout cas géographiquement, qui est connecté au Valenciennois, où là, on sait qu'il n'y a trop rien qui se passe, il n'y a pas trop d'échanges entre les autorités publiques montoises et valenciennoises. Il y en a, mais c'est très loin de ce qu'on connaît ici dans la région. Donc, il y a ce phénomène particulier dont l'Eurométropole est une illustration, ce phénomène qui, quelque part, nous unit au sein d'un bassin de population, mais aussi d'un bassin de développement, l'ouest de la Wallonie, l'ouest de la Flandre et le nord de la France, la région lilloise essentiellement. Voilà, donc c'est sur ces propos très empiriques que je voudrais conclure mon intervention. J'espère que ça pourra servir au débat. Merci Frédéric. Oui, je doute absolument pas que ça serve au débat, parce que c'est vraiment des questions fondamentales sur lesquelles je souhaiterais qu'on donne la parole à Nadine et Denis. Il y en a une autre qui apparaît au travers de vos remarques à vous qui nous suivez à distance, c'est celle de l'impact des salaires métropolitains sur le développement de l'emploi dans les territoires, les emplois de services maintenus ou créés dans les territoires voisins liés au flux, à l'importance des flux domicile-travail. Donc, deux ou trois questions sur lesquelles j'aimerais avoir le retour de Nadine ou Denis, peut-être. Qui d'entre vous souhaite s'exprimer? Denis, je pense que si tu veux, tu peux commencer. J'ai beaucoup parlé. Mais on ne voit pas Denis là. Oui, c'est ça, je me cherche. Bon, vous m'entendez? Très bien. Bon, bah, c'est déjà quelque chose. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'il y a de mieux. Hein. Enfin, je suis pas sûr. Non, deux mots. Je crois qu'effectivement, le point de départ, hein, c'est de dire que nous travaillons principalement sur l'emploi salarié dans le total, mais l'accent se focalise sur la base compétitive et l'industrie. Ce qui fait que les activités dites résidentielles et les développements de l'emploi liés, donc les activités commerce, services, au ménage, etc., qui sont pour partie, bien sûr, financées par des salaires qui viennent d'ailleurs, pour nous, ne participent pas à ce que nous appelons, nous, le développement de l'emploi, de la base compétitive. Donc, on peut avoir, donc,
je dirais, on pointe, on privilégie nous, cette dimension base compétitive au sens large. Ça, c'est la première chose. Il faut bien voir également, mais j'aurais peut-être dû le dire au tout départ, que l'indicateur que nous prenons, c'est-à-dire la variation de l'emploi, en fait, agrège, cristallise tout un ensemble de phénomènes. Si on peut établir un parallèle avec la valeur ajoutée d'un territoire, c'est à la fois c'est la richesse créée, mais cette richesse, elle est aussi dépendante de la qualité des relations entre les acteurs, mais elle est aussi liée, je dirais, à la concurrence des territoires. Donc cette dynamique de l'emploi, elle est, je dirais, elle cristallise toutes ces tensions à la fois internes au territoire et par rapport aux autres territoires. Je crois que il faut avoir cette dimension. Alors après, il y a effectivement ce débat, cette question, en quoi la métropole offre, je dirais, produit pour les territoires environnants. Alors, il y a effectivement cette dimension transfert à travers les salaires distribués aux populations qui sont, entre guillemets, aux alentours, au voisinage. Et puis, il y a effectivement les activités qui pourraient être induites par un développement plus multipolaire. Et c'est ceci qui nous paraît sur ce qu'on se focalise en quelque sorte. Est-ce que le développement de cette base compétitive au centre, est-ce qu'elle est associée ou est-ce qu'elle associe des territoires au niveau de ces bases compétitives dans des territoires alentours? En quoi, je dirais, la métropole jouerait ce rôle moteur dans ces activités qui, de notre point de vue, sont les moteurs. Ça ne veut pas dire qu'effectivement la redistribution, la répartition ou la redistribution ou l'activité associée aux services et au commerce n'induisent pas des emplois dans ces territoires plus non métropolitains, mais je dirais on s'est nous plus focalisé sur la dimension métropole, facteur de dynamisme, non pas à travers des transferts de salaires ou d'autres revenus, mais à travers effectivement la création d'emplois qui seraient aussi de nature compétitive, industrielle ou de services sur les territoires avoisinants. Mais vous avez quand même intégré l'emploi salarié total, donc une partie de la réponse se trouve là aussi, même si évidemment nous sommes d'accord, c'est le cœur du dispositif. Et j'aimerais vous entendre aussi sur les remarques de Frédéric sur l'axe de développement Lille-Bruxelles et le fait que l'outil statistique tel qu'on l'a mobilisé ne traduit pas ce développement qui est effectivement constaté. Et avec cet aspect, moi, qui m'a frappé aussi, c'est que si Lille n'est pas dans une dynamique forte avec les territoires voisins, c'est un peu la même chose à Bruxelles. Et la dimension métropolitaine de Bruxelles est bien plus évidente encore que celle de Lille. Donc, comment explique-t-on que ces phénomènes qu'on peut pas négliger, qu'on peut pas nier, ne sont pas saisis par l'analyse quantitative telle qu'elle a été menée? Denis, si tu permets, je crois que c'est là qu'on va voir apparaître aussi des différences à l'intérieur même de la famille des métropoles. Et Bruxelles a ceci de particulier, c'est que elle concentre des fonctions métropolitaines dites supérieures, notamment avec les communautés européennes et toutes les directions générales européennes. Donc, ça fait beaucoup d'emplois salariés de haute qualité à haut revenu, mais qui n'interagissent pas forcément
avec les territoires voisins, mais plutôt avec Strasbourg, puisqu'il y a tous ces flux de députés, voire d'autres capitales nationales ou régionales. Donc, il faut bien comprendre que quand on parle d'interrelation territoriale, on a un ensemble composé de plusieurs strates. Et nous, on regarde une strate en particulier, c'est-à-dire le développement économique au sens strict, je dirais celui qui passe par les relations de production, parce que en bons économistes industriels, on considère que le développement économique, justement, nécessite un moteur et que ce moteur, c'est la base compétitive. Le reste est soit contrôlé par des territoires tiers, par exemple, les administrations centrales contrôlent les administrations décentralisées, ou alors par des groupes dont les centres de décision échappent aux logiques territoriales, et encore plus en période de crise où, malgré tout, on voit émerger une forme de patriotisme économique et pendant lesquels les premiers sites qui sont fermés sont ceux qui sont loin des sièges, justement pour des raisons d'image et de relation entre la tête de groupe et son pays de référence. Donc, la théorie du développement du développement local, pardon, qui est en toile de fond de nos travaux, c'est que l'autonomie de production, les liens intersectoriels et les liens interentreprises à l'intérieur de l'unité spatiale ou entre une unité spatiale et ses voisines sont des éléments stabilisateurs du territoire, parce que c'est plus difficile de partir quand vous avez des fortes relations d'achat-vente avec des entreprises qui sont situées sur les territoires alentour. Donc, la propension à se délocaliser va être moins importante, et parce que ça va constituer une base installée qui, elle, va être propice à la génération, à la création d'emplois dans des secteurs qui sont liés, mais pas économiquement. Donc, vous avez des secteurs dans les services au ménage en particulier qui vont dépendre de ce qui se passe sur cette base productive. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais on a vraiment là deux visions différentes du développement local. Merci. Je vois malheureusement que l'heure qui nous était impartie touche à sa fin. Je propose, s'il n'y a pas d'autres questions venant des participants extérieurs, de redonner la parole successivement pour un mot de conclusion à nos débatteurs, en commençant peut-être à l'inverse par Frédéric, puis passer à Grégory et enfin Simon pour conclure. Frédéric? Est-ce que Frédéric est encore avec nous? Oui. Non, j'ai cliqué au bon endroit. Non, mais pour conclure, oui, donc je pense que d'abord, je rejoins tout à fait Madame Levrato. C'est vrai que Bruxelles, mais c'est vrai que les institutions européennes localisées à Bruxelles n'interagissent pas forcément avec les territoires alentours, ou en tout cas pas avec notre territoire, et je pense que ça n'est pas le cas non plus avec les territoires voisins, pour les raisons qu'elle a évoquées, qui sont tout à fait exactes. Ce qu'on voit maintenant arriver de Bruxelles chez nous, à la fois, c'est pas aussi rapide que ça, et ça va d'ailleurs plus vite avec Lille qu'avec Bruxelles, pour des tas de raisons. Mais on commence à voir des entreprises arriver de Bruxelles, donc déménager de Bruxelles pour des raisons essentiellement liées à la congestion.
à Bruxelles et elles viennent s'établir en périphérie. Donc voilà, ça c'est pour Bruxelles et ça concerne effectivement des entreprises de production et non pas forcément des entreprises de services. Encore que. Voilà. Et donc sinon, au-delà de ça, moi je ne demande qu'à comprendre comme vous. Et je serais vraiment très intéressé de voir vers quoi va nous mener la poursuite de cette étude, puisqu'elle doit être poursuivie. Je pense qu'effectivement, il y a encore des tas de questions à poser et des tas de réponses à en avoir. Je vois qu'il y a dans le chat une réflexion intéressante de Karine Vermeer, voilà, qui nous dit que c'est peut-être intéressant de voir que les territoires ont eux aussi leur propre dynamique de développement local et que dans le contexte d'enjeux de transition, ben c'est peut-être bon signe. Ben oui, voilà, je trouve que la question est bien posée. Merci Frédéric. Grégory? Non, ben, très très rapidement, je trouve vraiment le débat est très intéressant. On a beaucoup parlé des coopérations géographiques, pour aller aussi dans le sens de la remarque de Karine, on a aussi tout ce qui est dynamique thématique qui existe. Alors, l'exemple pour les Hauts-de-France, c'est la stratégie S3, hein, avec les têtes de réseau en binôme qui ont été identifiées, qui finalement illustrent une pluralité des moteurs de développement sur le territoire. Et donc c'est aussi dans l'analyse qu'on peut faire un peu des relations interterritoriales, ces dynamiques thématiques qui se croisent avec les coopérations géographiques sont également à prendre en compte. Et puis la dernière remarque, c'est effectivement le débat qu'on a eu montre que à côté de la mobilisation des données statistiques et des modèles économétriques perfectionnés qu'on a vu, il y a vraiment le besoin d'avoir des approches plus qualitatives, hein, autour des jeux d'acteurs et des dynamiques interterritoriales. Et je pense effectivement que l'analyse de la grille morphologique qui est évoquée tout à l'heure par Nadine ouvre de belles perspectives pour la suite. Voilà. Merci Grégory, et merci encore de votre participation. Simon? Oui, moi je m'inscris dans la continuité de ce qui vient d'être dit en soulignant l'importance d'une meilleure connaissance, hein, des flux et à la fois dans une approche qualitative, quantitative de ces phénomènes. Hein, ça c'est clair qu'on a encore à poursuivre et avancer. Donc là-dessus, on soutiendra les démarches qui sont en cours à différents niveaux et en lien avec la région et nos partenaires. Ça c'est clair. Moi je dirais que c'est au service des politiques publiques, hein, et donc là-dessus, nous, on inscrit bien dans une vision de construction de politiques publiques qui ne soit au-delà des limites administratives et qui répondent aux besoins des territoires, des habitants, des acteurs, et c'est bien ça le défi que l'on a de plus en plus, c'est-à-dire que construire et développer nos politiques publiques à des échelles adéquates par rapport aux enjeux. Et en soulignant aussi que ça s'appuie sur un dialogue politique, technique, qui doit se poursuivre, s'intensifier, et ça c'est essentiel, et ça s'inscrit dans cette politique de dialogue, d'interterritorialité qui donc a été amplifiée, relancée en 2018 et sur lequel on souhaite poursuivre avec toutes les personnes et tous les acteurs qui sont représentés autour de cette vision. Merci. Merci Simon. Il m'appartient donc à ce stade de conclure. Je pense que l'essentiel des conclusions ont déjà été tirées. Il est clair que la poursuite de cette démarche s'impose et que l'agence, comme les autres agences d'urbanisme du réseau Urba 8, sont évidemment aux côtés de la région et des EPCI pour poursuivre cette investigation. La nécessité évidente aussi au travers de ce qui s'est dit, au travers aussi de l'étude, d'une meilleure compréhension des dynamiques internes de chacun des territoires de cette région, puisqu'il y a encore beaucoup d'incompréhension, de fantasmes, de méconnaissances, même dans le territoire national, et je ne parle pas du transfrontalier.
la nécessité aussi donc d'une relation un peu plus objective entre les territoires, une métropole qui a beaucoup d'atouts au service de la région, mais qui n'est pas non plus une métropole totalement dominante, qui a absolument besoin des territoires voisins qui ne sont absolument pas dépourvus eux-mêmes d'atouts. C'est vrai dans le contexte régional avec les territoires immédiatement contigus, mais aussi avec des territoires un peu plus lointains comme ceux de la côte, comme Amiens, etc. Et bien entendu, réaffirmer l'atout fondamental du transfrontalier, des partenariats au sein de l'Eurométropole qui ont déjà été signalés, mais aussi du partenariat qui a été initié depuis des années avec la région de Bruxelles-Capitale, avec lesquels on a des intérêts géostratégiques tout à fait communs, des faiblesses communes, on l'a vu, mais aussi quelques atouts qu'on pourrait partager. Voilà, donc au-delà de ce qui a déjà été dit sur les mesures d'autres flux, ils sont nombreux, la meilleure compréhension de toute une série de données d'échange qui ont échappé jusqu'à présent à notre travail, hein, les échanges concernant le shopping, les échanges concernant les loisirs qui prennent de plus en plus d'importance et on ne mesure pas, je parle particulièrement dans le transfrontalier, mais pas seulement. Voilà, il nous reste tous un programme de travail gigantesque qui remplira, j'imagine, facilement nos agendas pour les années qui viennent. Nous restons bien entendu à votre disposition tous, je parle cette fois à tous les participants, pour toute question complémentaire. Les présentations qui ont été faites aujourd'hui seront mises à disposition. Ainsi, on l'a dit, qu'une synthèse un peu plus écrite que le simple présentation PowerPoint des résultats de la démarche de recherche menée en partenariat. Merci à tous nos intervenants. Merci de s'être mobilisés en dépit des conditions techniques difficiles. Et donc à très bientôt pour une phase suivante de cette étude. Et ce sera, j'imagine, cette fois, si je comprends bien, Grégory qui prendra ma place et qui sera l'animateur de cette démarche. Très bonne journée à tous et à très bientôt pour un jeudi de l'agence ou pour une autre occasion.